Bonjour à toutes, j'espère peut-être dire aussi à tous. Aujourd'hui, dans le cadre des conférences virtuelles de Kalita, nous recevons Béatrice Alpern-Boukris, à qui je dis avant tout bonjour Béatrice. Bonjour Monique. Notre salam shir בעברית אולי. אני חושבת שלא כולם אנשים יכולים... כן, אני צודקת. Alors, Béatrice, tu nous arrives avec un livre qui est très très agréable à lire, qui a été publié aux éditions Percé, Horizon perdu. Avant même de te demander quel a été ton cheminement vers l'écriture, je vais te rappeler que tu es fille de père déporté à Auschwitz et d'une mère impliquée dans la résistance. Première question, Béatrice. Pourquoi Horizon perdu? Eh bien, je crois que tout le monde, en tout cas les personnes présentes aujourd'hui, ont eu l'occasion soit d'interroger, soit de parler avec des personnes ayant subi des traumatismes comme la Shoah ou le génocide arménien ou même peut-être même un viol. Bon. Et donc, quand vous interrogez ces personnes et qu'elles commencent à s'ouvrir à vous et à vous raconter, qu'est-ce que vous remarquez en premier? Vous remarquez que le regard s'enfuit. Au début, il vous regarde droit dans les yeux, puis brusquement, le regard part vers un autre horizon. On n'arrive jamais à recapter le regard. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'interroger des survivants de la Shoah ou des enfants cachés, ça a toujours été ainsi, ça se procédait ainsi. C'est-à-dire, ils me regardaient, commençaient à raconter leur histoire, et oups, le regard s'enfuyait. Ils partaient ailleurs. Et donc, j'ai trouvé que ce titre correspondait parfaitement à l'histoire, en fin de compte, que je racontais, parce qu'à chaque fois, les personnes essayent de soit minimiser leur histoire, soit de raconter l'histoire d'un autre, au lieu de raconter la leur, soit tout simplement ne jamais terminer les phrases. On a toujours des phrases en suspens, de grands silences, la tête qui se baisse, et hop, ça y est, ils sont repartis. Ils sont repartis, on ne sait pas où. Et ils ont quelquefois du mal à revenir, et quand ils reviennent, c'est un geste de la main, ça peut être un rire quelquefois même, qui en fin de compte leur permet de déstresser. Alors, on va pouvoir en reparler dans tes rapports avec ton père, mais en préambule, ton livre qui est pas tout à fait un roman, c'est l'autobiographie, mais en même temps la fiction s'en mêle, et je dirais même une dimension de livre policier en fait, un développement dans une recherche. Tout démarre avec, non pas la valise en carton, mais une valise dans ta cave. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai mis 15 ans à l'ouvrir, cette valise. C'est quand même fou. Et quand je l'ai ouvert, j'ai commencé en effet à découvrir des documents que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie, donc, de trouver des réponses. Alors, j'ai trouvé quelques réponses, d'où une partie autobiographique. Et comme je n'ai pas trouvé la suite, c'est le complément des réponses à mes questions, et bien j'ai comblé les trous de ce roman qui est à la fois autobiographique et policier avec une fiction. Voilà. J'ai inventé une histoire dans l'histoire. Alors justement, pour mettre nos amis présents ou auditeurs en appétit, j'ai presque envie de te dire 1946-1945. Tu parles du mariage, là. Oui, Gérard. Non, c'est 1946. J'ai vérifié ce livret de famille, c'est bien marqué. D'accord. Ok, on se rappelle après. Moi, j'enregistre de toute façon l'audio. Alors, oui, ben justement, j'aimerais que tu nous donnes... parce qu'en fait, là aussi, tout démarre avec la valise, mais tout démarre avec deux dates qui sont distinctes d'un an. Différentiel d'un an.
À vrai dire, ce n'est pas un livre qui parle de la Shoah, c'est un livre qui parle de l'après-Shoah. Tout à fait, absolument. C'est, à vrai dire, l'histoire commence en 1945, à la libération des camps. Et cette enquête va me mener à tout ce qui s'est passé après la libération des camps. Et en effet, je découvre un document avec une date assez bizarre, qui était la date de mariage de mes parents, en 1945. Et en fin de compte, j'ai vraiment vérifié sur le livre extravis, c'est véridique, c'est 1946. Mais c'est vrai qu'à l'époque, n'importe qui pouvait avoir n'importe quel faux papier, on pouvait se recréer des identités très facilement. Et donc j'ai émis un doute pendant un certain temps, mais le peu de renseignements quand même que j'avais sur mes parents était que mon père, n'ayant pas pu revenir vraiment à, on va dire, une vie c'est peut-être un grand mot, une survie, voilà, une survie ou pas avant janvier, février 1946. Donc je me suis dit que non, ça ne pouvait pas être possible. De toute façon, il n'aurait pas pu se marier en 1945, il avait 19 ans. Et il était donc orphelin de guerre, et il fallait l'autorisation du père pour un mariage avant 21 ans. Donc, à vrai dire, tout ça, ça me permettait de trouver la réponse seule, sans avoir une confirmation de Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans je dirais ce livre, je dirais pas ce roman, c'est que tu mêles le passé, puisque la Shoah est en fond, vraiment le carton de fond de la valise, la Shoah est quand même présente, avec le présent, puisque tu es maman de 3 enfants, et tu fais traverser comme ça un de tes enfants. J'ai trouvé ça très touchant parce que c'est comme si tu reliais le passé, le présent et le futur. Oui, à vrai dire, j'ai fait traverser mon fils dans ce roman. Pourquoi? Parce que il a une réaction très sensible et très, très poignante pour une maman, pour une fille de déportée aussi. Quand il a eu 17 ans, j'ai frappé à sa porte pour lui souhaiter bon anniversaire. C'était à une époque où l'adolescence était absolument insupportable. Donc j'ai pris sur moi, je dis allez, je vais lui amener un petit déjeuner au lit avant qu'il parte au lycée, on va essayer de faire la paix. Et il s'est levé, il s'est mis dans mes bras, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures, t'as 17 ans, bon d'accord, on s'est discuté hier à cause de tes notes pour ton bac, mais bon, il n'y a pas de quoi pour pleurer. Il me dit non, je pleure parce que j'ai 17 ans. Je lui ai dit alors, il dit, la papy, il a été arrêté à 17 ans. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait eu en effet une transmission, même légère, puisque mon père ne parlait jamais, mais le peu, ça l'a... Oui, il y a eu une certaine empreinte, voilà. Alors justement, dans tes rapports, Béatrice, avec ta famille, tu étais très attachée surtout et tu parlais avec ta maman. Ton père n'a jamais parlé. Non, jamais. Je l'ai forcé à être interviewé par Spielberg. Et même dans cette interview, c'est horrible ce que je veux dire, mais d'ailleurs je lui ai dit, c'était pas la peine d'enregistrer ça parce que tu racontes pas ton histoire, tu racontes l'histoire de tes copains. Alors on y arrive les copains, on y arrive, mais c'est toi qui vas présenter ta façon de contacter. Tu as décidé à la suite de la découverte de cette valise de contacter les copains de ton père, en commençant par Fernand, Freddy. En fait, il y en a 3 qui traversent le livre. Oui, tout à fait. Alors, il y en a 2 qui ont existé, dont je ne donnerai pas les noms. Oui, bien sûr. Et de toute façon, je vais changer aussi leur parcours. Oui. Et l'histoire de Fernand, il a existé, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Il est mort en 1945 à la Libération. Oui. Oui. Donc il fallait que j'invente sa vie, il fallait que j'invente son histoire. Voilà, ça m'a beaucoup amusée. Ah mais on sent que ça t'a amusé. Et Izzy? Alors Izzy, c'est une histoire incroyable. Izzy, je pourrais presque faire un livre sur Izzy parce qu'on l'a retrouvée
en 95. Et mon père était absolument persuadé qu'il était mort. Et c'est par l'intermédiaire de, je ne sais plus quel déporté, qui m'a dit, mais pas du tout, Izzy, il existe, il est toujours vivant, et il était marié, lui, quand il a été déporté. Il a retrouvé sa femme, et il vit en Belgique, en effet. Et voilà. Donc, j'en dirai pas plus, mais Izzy a existé dans ma banque. Oui, non, on va pas dévoiler, parce que vraiment, je vous invite à le lire, parce qu'on découvre pas mal de choses, mais j'ai envie carrément d'insister sur une partie qui va te brancher. Si je te dis Vigo. Ah, alors, Vigo, bon, il faut surtout rentrer dans l'histoire en sachant que je n'ai pas voulu transgresser l'histoire avec un grand H. Donc, c'est vrai que j'y ai mis une fiction, mais cette fiction, en fin de compte, elle s'arrange un petit peu avec les... Elle flirte, en fait, avec la réalité. Oui. Elle flirte avec la réalité. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une histoire avec un grand H. En 1945, à la libération des camps, de nombreux chefs de camp, de nombreux hauts dignitaires nazis ont pris la fuite. Alors, il y avait plusieurs manières de prendre la fuite, grâce à les parcours comme Odessa, les liens qui, je crois qu'il y a eu un film là-dessus, mais il y avait d'autres manières, par le Vatican, qui, grâce aux prêtres, donnait des vrais certificats d'identité qui étaient ensuite donnés à la Croix-Rouge, et ces nazis étaient transportés en ambulance, enfin en service sanitaire, à Gênes, en Italie, et beaucoup sont partis de Gênes. Et ceux qui étaient, en fin de compte, dans la botte italienne, Ah, Béatrice, je ne t'entends plus. Béatrice? Oui, mais je n'ai rien touché. Hein. Oui, non, mais c'est peut-être ma connexion qui est pas très bonne. Hein. C'est ta connexion, voilà. Monique. C'est ta connexion. Oui, ok. Et donc, je disais que ceux qui étaient dans le sud de la France, qui ont cherché à fuir la France, sont partis en Espagne, grâce à la Croix-Rouge et avec la bénédiction de Franco. Alors, les trois quarts se sont cachés dans des monastères, dans la région de Vigo. Vigo qui est au nord de l'Espagne, hein, vous avez le Portugal en dessous. Et de Vigo partaient de nombreux bateaux pour l'Argentine. Et dans un monastère qui s'appelle le monastère, je crois, de Samos, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Samos, on a retrouvé il y a quelques années, des historiens américains ont trouvé il y a quelques années des documents dans ce monastère où on faisait de la présence de dignitaires nazis qui avaient trouvé refuge dans ce monastère avant leur départ en Argentine. Donc, j'avais envie, comme c'est un peu un roman policier, non, il y a quand même une histoire policière dans ce roman, et j'avais envie donc d'intégrer l'histoire avec un grand H avec la fiction. Bon, actuellement, ils ne sont pas dans un monastère, ils sont à Vigo. Voilà. Oui. Et j'ai appris quelque chose en allant à Marbella, notamment, et en fréquentant énormément la communauté juive qui est là depuis quelquefois avant Franco, c'est dans les années 30, et qui me racontait des choses que je relate d'ailleurs dans mon livre sur la véracité des faits que je décris concernant Vigo et concernant l'Espagne, concernant Franco et concernant la fuite des nazis. Alors Béatrice, j'ai envie quand même de te poser cette question, c'est que le lac de Constance et la clinique ont existé? Alors, ça c'est encore à l'heure actuelle, c'est un mystère. Non, c'est pas vraiment un mystère. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai lu dans un livre justement que quelqu'un avait été rapatrié dans un hôpital, une antenne sanitaire sur le lac de Constance. Donc, je n'ai jamais pu retrouver, en plus le lac de Constance, ça pouvait être en Italie, en Allemagne, en France. Tout à fait. C'est assez compliqué, le lac de Constance, on ne sait jamais dans quel pays on se trouve.
Mais ça, je sais de sources sûres que mon père s'est retrouvé en voie sanitaire, je pense, parce qu'il a été libéré le 1er mai et qu'il est arrivé en France le 12 ou le 13 juillet. Donc pendant 3 mois, il n'y a rien de mon père. Donc il a bien fallu qu'il soit quelque part. Et il m'a toujours dit, je me suis retrouvée au lac de Constance. Point final. Ah oui, donc ça c'est sûr, il te le disait. Oui, mais je ne sais pas où au lac de Constance. Oui, je comprends. Oui. Je ne sais pas du tout, sous prétexte qu'il était tuberculeux, mais bon, il y a des blancs comme ça. D'où la richesse de l'imaginaire pour faire vivre le présent qui n'a pas été imminent. Et alors, on découvre également que par les copains de ton père, que Alex, ton papa, était le plus débrouillard. Alors ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai, parce qu'ils m'ont raconté plein d'anecdotes concernant la débrouillardise de mon père. Et donc j'avais envie de les mettre, parce que là, pour le coup, c'est vrai de base. Il arrivait à se débrouiller un repas entier pour ses copains avec un bout de ficelle. Un repas entier, peut-être pas, mais... Oui, mais enfin, pour les déportés, à l'époque, c'était un repas entier que d'avoir une demi-patate, hein. Non, mais même un pain. Une fois, ils ont dormi à 4 avec le pain. Ils serraient le pain contre eux. Ils dormaient les 4 sur leur paillasse avec le pain. Ils étaient contents. Et je ne sais pas si je raconte l'histoire de... Non, je ne la raconte pas dans le livre. Tu racontes le pain, tu racontes la ficelle. Oui. Est-ce que je raconte les diamants trouvés? Non. 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 Ça, je l'ai pas. Non, ça ne m'a pas marqué. Je ne l'ai pas noté. Alors ça, je vais vous le raconter, comme ça ne fait pas partie du livre, mais c'est une véritable anecdote, une histoire absolument incroyable. Freddy, non, c'est Easy, pardon. Easy, il se coupe le pouce ici, vous voyez, mais profondément. Et alors naturellement, il ne pouvait plus déblayer son ghetto-varsovie, en train de déblayer le ghetto-varsovie, il ne pouvait plus travailler. Et le chef du rivière de l'infirmerie était hongrois. Donc mon père va le voir, écoute, essaye de trouver quelque chose pour au moins lui recoudre son pouce. Alors bon, il arrive à échanger, je ne sais plus quoi, contre du fil de pêche avec une sorte d'aiguille, mais il fallait cautériser la plaie. Et derrière une grosse pierre dans le ghetto, il trouve une sorte de cran d'arrêt. Et il commence à frotter la lame du cran d'arrêt pour la désinfecter, puisqu'ils n'avaient pas de désinfectant. Et à ce moment-là, le manche du cran d'arrêt se casse. Et dedans, il y avait des tout petits diamants. Et Easy, à l'époque, quand il était en Belgique, il travaillait dans les diamants. Il était jeune apprenti dans une grande maison de diamantaire. Et il a tout de suite vu ce que c'était, et il a tout de suite réalisé la valeur de ces diamants. Et quand il m'a raconté cette histoire, il m'a dit, mais Béatrice, tu ne peux pas t'imaginer, on était les rois du pétrole, et on s'est dit, avec tout ça, on va pouvoir manger, et on va pouvoir tenir jusqu'à la fin. Voilà. Oui. Et ça, c'est une histoire, mais vraiment véridique. Et ils avaient... Voilà, ils ont échangé les diamants avec les Polonais, et qui les gardaient, et... Voilà, je sais pas, après... Ça leur a permis un petit peu de survivre. Alors, Béatrice, est-ce qu'on dévoile un petit peu... Pas trop. Pas trop, je sais. Non, parce que ça serait dommage, mais on peut dire qu'il y a une trame policière. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Hein? Parce que j'avance vraiment un petit pas dans cette enquête. Tous les jours, je découvre quelque chose de différent. Et à vrai dire, tout ce que je découvre journellement ne me donne pas toutes les réponses. Ça, c'est la première chose, il faut savoir. Et elle m'engage à poser d'autres questions. Systématiquement, je suis engagée à poser tout le temps d'autres questions. Alors, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est que ton père ne parlait pas, mais ta mère, dont tu étais assez proche, non plus ne t'a pas raconté grand-chose. Non, rien du tout. Alors, ça, c'est... encore mon père, je peux comprendre. Parce que bon, quand il a été déporté, lui. Voilà, quand on a vécu un tel bouleversement dans son existence, à 17 ans, on se retrouve voilà, seul, perdu, dans un enfer indescriptible. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie
nous raconter avant sa mort, la première chose que mon père m'a dit, enfin plutôt la dernière, ça a été, on ne peut pas raconter l'enfer. C'est pas survivre à l'enfer, c'est survivre seconde par seconde et atteindre enfin une minute, et après 60 minutes, on a enfin atteint encore 1 heure, et puis 1 heure, et encore 1 heure, et encore 1 heure, jusqu'à une journée, jusqu'à 2 jours. Et ça a été ça, c'était seconde par seconde qu'on survit, donc c'est irracontable. C'est irracontable. Et je comprends parfaitement tous ces filles qui pensent qu'ils avaient besoin de se taire, peut-être pour me protéger, mais aussi peut-être pour se protéger. Ça, c'est la chose certaine. Quant à ma mère, franchement, avoir de faux papiers, il y a rien, je dirais presque qu'il n'y a rien d'extraordinaire à avoir de faux papiers. Pour l'époque, bien sûr. Voilà. Elle aurait très bien pu me dire, ah bah, j'avais des fausses pièces d'identité, j'ai travaillé à tel endroit grâce à ces fausses pièces d'identité. Non, rien. Elle était infirmière, hein? Ouais, ma grand-mère a été cachée, je ne sais pas où, ni par qui, ni comment, ni rien du tout. Rien. Ça, c'est agaçant. Oui, je comprends. Il y a une période qui te manque. D'autant que tu es née 10 ans après leur mariage. Oui, ça, c'était dû à la tuberculose de mon Bien père. sûr, bien sûr. Pour remettre les choses à leur contexte, la tuberculose se soigne maintenant très bien avec des antibiotiques. Et à l'époque, on était encore avec l'œuf cru et la sieste, parce que à l'Aisin, dans les chambres du club, justement, ils ont gardé encore les sonnettes. C'était un ancien sanatorium post-guerre, et les tuberculeux étaient soignés par la sieste. La sieste, la chaleur, l'air de la montagne. Alors, ce qui est très touchant, c'est que tu t'appliques à chaque voyage, et je pense que quelque part, ça doit te manquer maintenant qu'ils sont partis, à leur ramener un cadeau. Comment c'était interprété par tes parents et comment c'était reçu? Alors, bon, ça a été, c'est vrai, un cadeau. Puis, ce qui m'a le plus manqué, c'est une carte postale. Bizarrement, je me suis retrouvée en 2004 aux États-Unis avec les enfants, et ma mère venait de décéder. Et je suis là devant le tourniquet des cartes postales, et je commence à regarder les cartes postales, et puis je m'arrête, et je me dis non, il n'y a plus de carte postale, et je repose la carte postale. On a ce qu'on appelle des automatismes, comme on appelle ses parents. Tout à fait. Le numéro de téléphone qui sonne vide, c'est quelque chose qui marque beaucoup. On garde en mémoire d'ailleurs, pendant très longtemps, l'automatisme de se rappeler du numéro de téléphone. Non, mais même de les appeler. Moi, je sais que je les appelais tous les matins avant 10h, parce que je partais travailler à ce moment-là. C'était le moment où j'avais le plus de liberté. Et c'était terrible, parce que j'avais cet automatisme systématiquement, 10h-10, 10h-5, ah bah tiens, je vais les appeler. Bon, bah non, je les avais. Non, mais de toute façon, l'absence, c'est quelque chose de difficile à combler. Voilà. C'est sûr. Réaliser, bon, est-ce qu'on le réalise? Oui, on le réalise. De toute façon, ça, je dirais que la mort fait partie de la vie, et justement, c'est une chose que l'on sait dès que l'on est. On sait qu'on va mourir. On a toute la vie pour affronter la mort. Très sage. Eh bien, Béatrice, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce livre que je vous invite à lire, Horizon perdu, au singulier, de Béatrice Alperne-Boucris aux éditions Percé. Et maintenant, oui. La photo du livre. Oui, alors justement, mais je ne pense pas pouvoir partager parce que j'ai fait exprès. Non, l'animateur a désactivé le partage écran. Gérard, tu peux pas m'autoriser le partage, que je mette la couverture? Tu n'as pas la main? Tu n'es pas sur place. Par contre, regarde ce que tu peux faire, c'est montrer devant ton écran. Oui, mais c'est ce que je fais, mais ça brouille, c'est pas une image très claire. Tu vois, si je le présente... Oui, parce que tu as mis en arrière, qualité, etc. Il faut le retirer. Alors, attends, je vais... Retire. Alors, voilà, Horizon perdu. Il est là, Horizon perdu. Il est chez... Tu l'as? Lina est là. Lina, elle le passe, là. Lina Vignou. Alors, Lina. Sinon, je peux voilà. Voilà, je vais mettre Horizon perdu. Voilà, tu l'as derrière. Je me pousse. Les uns et les autres, vous allez admirer. Horizon perdu. Alors, c'est partiel, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, je vous invite
aux questions. Nous les attendons. Béatrice est prête à vous répondre. Alors, qui a une question à poser à Béatrice Alperne-Boucris? Béatrice, tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Ouais. C'est plus lourd. Ouais. J'allais dire, c'est plus lourd, pourquoi vous, ceux qui ont des frères et sœurs, ils peuvent parler de leur enfance ensemble. Tu te rappelles, les bêtises qu'on a fait. Tout à fait. On a mangé une glace, on a pris des gaufres, j'ai pris une torgnole de la barre de papier, etc. Mais là, moi, les souvenirs qu'on veut ou non de son enfance, ils disparaissent petit à petit, parce que bon, la mémoire et puis les faits sont moins imprégnés. Mais je ne peux rien partager. Oui. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui me manque. Raconter son histoire. Comment étaient tes parents vis-à-vis de tes enfants, du point de vue câlin ou du point de vue démonstration d'affection? Non, d'abord ils étaient très présents, très proches, beaucoup plus que mes beaux-parents, très affectueux, plein d'amour. La seule chose, c'est qu'il y avait le côté, comment vous expliquer, quand ma fille a eu de la fièvre, et bon, pas grave la fièvre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire pour eux, la gravité de la maladie, c'est quelque chose qui n'arrivait pas à réaliser, c'est-à-dire à pas accepter, mais ils ne savaient pas. Bon, on a de la fièvre, on lui met un peu un gant de toilette, 2 fois sur la tête, et puis et la fièvre va passer. Voilà. Oui, en fait, ils relativisaient. Voilà, c'était jamais grave. Bon, heureusement, il n'y a eu que de la fièvre, mais voilà. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis. Oui, ouais. Oui. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais même pour moi, moi je me suis retrouvée avec une méningite aiguë à l'hôpital, uniquement parce que, en fin de compte, ma mère, qui a quand même été infirmière, elle a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais sinon, mon père, il disait, bon, ça va, la fièvre, ça va passer. Ouais. Donc, non, ça, mais par contre, au niveau affection, mais même avec moi, ils étaient très, très affectueux, très... Ils étaient... Est-ce qu'ils étaient dans le tactile? Est-ce qu'ils t'embrassaient? Oui. Est-ce qu'ils te... Oui. Tu comprends, est-ce que le tactile était présent? Oui, aussi bien pour ta mère que ton père? Oui, le tactile était présent. Par contre, c'était, quand tu racontes la blague des Ashkénazes, qui sont oui. un peu tristes, un peu défaitistes, mon père, à partir de, je crois, de 13-14 ans, il me disait tout le temps, j'ai un pied dans la tombe et l'autre qui glisse. Vous voyez, c'était sa manière. Ouais. Ils essayaient tout le temps de me protéger parce qu'ils partaient du principe qu'ils allaient mourir jeunes. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Mais voilà, donc j'étais protégée à ce niveau-là. Même au niveau administratif, ils m'ont donné tout pouvoir dès qu'ils ont pu le faire à l'âge de 16 ans. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont dues, en fin de compte, à ce qu'ils ont vécu. Bien sûr. Ils se retrouvaient seuls, sans famille, sans frère, sans sœur. Bien sûr. Sans cousins, si j'ai 2 cousines, mais une qui avait mon âge. Est-ce que tu m'autorises, Béatrice, à relater cette petite histoire que je vous ai racontée aux 3 présentes en début, en préambule, parce que ça résume aussi l'état d'esprit. Je racontais à Béatrice et à 2 autres amies qui étaient présentes, il y a un séfarade qui veut devenir ashkénaze, donc il va voir son rabbin et il lui dit il faut que tu commences à apprendre le yiddish. Il part apprendre le yiddish, il suit des cours, bref, arrive le jour de l'examen. On lui pose plein de questions, il n'en peut plus, et on lui dit, ça y est, tu as réussi, tu es ashkénaze. Alors il dit, ah oui, je suis ashkénaze. Et le rabbin lui dit, alors, tu es content? Et lui de répondre, ah oui, je suis ravi. Eh bien, tu es recalé. Bon, c'est no comment. Ouais. Hein? Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi je voudrais demander à Béatrice. Béatrice, vous m'entendez? Oui, oui, d'accord. En fin de compte, qu'est-ce qui vous a poussé à décider à écrire un roman?
Et est-ce que c'est parce que quand on écrit un roman, quand on prend un petit peu de recul par rapport à l'histoire, ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. J'avais envie de... À vrai dire, quand j'ai découvert ces documents, quelques documents sur l'arrestation de mes deux grands-pères, sur le transfert de mon père, par exemple, mon père m'avait dit, j'ai fait la marche de la mort. Ok, je ne savais pas quelle marche de la mort. Après, il s'est retrouvé dans un camp de concentration dont je n'avais jamais entendu le nom. Donc, grâce au mémorial, j'ai trouvé quand même tout le parcours. Ça, le parcours était officiel, il n'y a pas de souci, mais je n'y étais jamais vraiment intéressée, puisque bon, on ne parlait pas. Et quand j'ai découvert ces documents, il faut d'abord que je vous dise que j'ai écrit le témoignage d'un déporté, qui a été traduit en hébreu par Yad Vashem. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, j'écris les livres des autres? Pourquoi est-ce que moi, j'interviewe des anciens déportés et des enfants cachés, des gens qui ont fait de la résistance, que l'on peut trouver d'ailleurs sur le site internet, ou les interviews que j'ai faites. Et pourquoi je n'écrirais pas l'histoire de mes parents? Donc j'ai rassemblé le peu de documents que j'avais, je me suis rendu compte que le peu de documents que j'avais ne pouvait pas se transformer en un livre, même de 160 pages. Donc j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais mélanger les histoires que je connais, des gens dont j'ai eu l'approche, et je vais compléter ces blancs qui me manquent par de la fiction comme dit Monique, mais c'est une fiction qui a une base de réalité. Tout à fait. Voilà, j'ai absolument... je me suis interdit de transformer l'histoire avec un grand H. Voilà. Même si je change le nom des gens et les faits, parce que j'ai développé les faits. Voilà. Mais, non, ça ne m'a pas du tout permis de quoi, on va dire, la perte de mes parents, la perte de ses parents, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre. Mais non, je n'ai pas écrit pour ça. J'avais envie d'écrire un livre, et j'avais envie de faire d'eux un peu des héros, parce que dans ce livre, mon père est un héros. Ah, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais en préambule, la réalité et la fiction se flirtent, voilà. En fait. Hein, la frontière est ténue. Ok ? Mais quand tu as terminé d'écrire ce livre, comment t'es-tu sentie ? J'étais contente. Je me suis dit, bon, il va falloir que je le relise et que je le relise pour les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Mais comment l'ont vécu tes enfants ? Comment l'ont-ils reçu ? Alors, d'abord, mes enfants l'ont lu que maintenant. Ils n'ont pas lu avant. Ma cadette, elle a beaucoup aimé, elle déteste la fin. Elle trouve que c'est scandaleux que j'ai fait une fin pareille. Bon, c'est la seule. Hein. Mon aînée, elle a adoré. En plus, elle connaissait quand même bien l'histoire réelle de mes parents, parce qu'elle passait son temps à interroger son grand-père. Et donc, elle s'est retrouvée dans l'histoire. Et elle a adoré la fin, comme beaucoup. On va dire, j'ai que 2 personnes qui n'ont pas aimé la fin. Sinon, tout le monde a été surpris de la fin. Mais alors, je rebondis à ce que tu viens de dire. Tu dis que ton aîné interrogeait souvent son grand-père. Est-ce à dire qu'il y avait une génération qui a été sautée et que ton père parlait à sa petite fille et non à sa fille? Oui, plus facilement, mais il lui racontait ça d'une autre manière. Je pense qu'il lui racontait d'une autre manière. Je pense que tout le monde connaît Nathalie Zaj. Oui, bien sûr. Toby Nathan, et qui est une psychiatre, psychologue, ethnopsychiatrie. Ethnopsychiatrie, et qui a fait une conférence sur la transmission presque génétique de la douleur de la Shoah. Et je pense que mon père avait peut-être cette sensibilité, il comprenait que j'avalais en fin de compte sa douleur sans qu'il m'en parle. Et quand Déborah a commencé à lui poser des questions, elle avait 9 ans, il lui a expliqué la déportation, les camps, mais comme elle aurait pu le lire dans n'importe quel livre d'histoire. Oui. Il n'a pas personnalisé à chaque fois. Non. Y a-t-il d'autres questions à poser à Béatrice ? Monique, oui. Juste intervenir par rapport à ce que tu as dit entre la première et deuxième génération des Nitzolei Shoah. Donc, de par mon expérience, donc avec tous les voyages que j'ai faits en Pologne avec les élèves de l'école Yavne, alors souvent,
lorsque le petit-fils annonce à ses grands-parents qu'il va se rendre en Pologne. Donc il est un peu réticent, il dit non, tu ne vas pas y aller, il ne faut pas y aller, etc., etc. Bon. Malgré ça, donc le petit-fils ou la petite-fille part en Pologne, et au retour, c'est là où s'enclenche l'échange avec les grands-parents. Parce que oui. Là, oui. Et donc, où tu as été? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as été dans tel baraquement, etc. Et là, il commence à raconter. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que, effectivement, les survivants ne parlent pas avec leurs enfants, mais ils parlent beaucoup plus facilement avec leurs petits-enfants lorsqu'ils ont, entre guillemets, donc, le fait d'avoir fait ce voyage, d'avoir été sur place, etc. Et là, il y a un échange qui se fait. C'est assez extraordinaire. Et ça, je l'ai remarqué avec 3, 4, voire 5 élèves, 6 élèves, une dizaine d'élèves qui ont des grands-parents qui sont passés par les camps, qui n'ont jamais raconté à leur petit-fils ou à leur petite-fille. Et suite à ce voyage-là, c'est un enclencheur. Et donc là, ils échangent avec leur petit-fils. Alors, pour ceux et celles qui sont présents et qui ne le sauraient pas, Gérard Soufir a toujours... et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui as démarré ces voyages en Pologne, à Auschwitz, avec les élèves de première, je crois. Oui, de première, oui, de première, parce que terminale, c'est le voyage en Israël, hein. D'accord. Donc, et je dois dire que maintenant, Gérard Soufir vit à Jérusalem, mais continue d'organiser ses voyages. Et là, suite à ton information, je rebondis parce que j'aimerais bien que Béatrice nous rappelle. En fait, tu as essayé lors d'un voyage en Allemagne d'aller visiter à Auschwitz et tu n'y es pas arrivé. Pas à Auschwitz, Dachau. Ah oui, voilà, exact. À vrai dire, j'ai accompagné une flûtiste pour un concours international. Je suis pianiste. Et donc, l'avion, c'était le soir. On avait fini l'enregistrement le matin. Et je voulais aller à Dachau. Et bon, je ne savais pas comment aller à Dachau. C'est pas très très loin, mais Dachau. Et personne n'a voulu m'aider. Et les seuls qui ont répondu, c'était un couple de jeunes Allemands qui parlaient l'anglais. Et qui, ça m'a énormément choqué. Qui m'ont dit, pourquoi tu veux aller à Dachau? Alors je dis, parce que c'est un camp de... Terrible. Je peux aller à Dachau. Et tout de suite, sous prétexte que je voulais aller à Dachau, ils m'ont dit, ah bon, t'es juive? Et j'avais envie de leur dire, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, que je sois juive ou pas juive? Enfin, le problème, il n'est pas que pour les juifs. Ça m'a choqué. Mais pour revenir à ce que disait Georges, mes enfants n'ont pas été à Auschwitz avec leur grand-père. Non, c'est pas Georges, c'est Gérard. Hein. C'est Gérard. C'est la même initiale. Oui, Gérard, ils n'ont pas été à Auschwitz avec leur grand-père parce qu'il est mort avant. Ils ont été à Auschwitz avec un de ses copains déportés qui, lui, a vécu encore pratiquement 20 ans. Et bon, ils ont donc pas pu poser de questions à leur grand-père. Par contre, moi, j'ai été avec mon père à Auschwitz en 1995 au moment de la grande commémoration, la grande cérémonie qui a été faite avec Simone Veil, avec tous les ministres qui se sont déplacés pour l'occasion. Et là, mes parents vivaient en Israël et j'ai demandé à mon père de rentrer d'Israël pour venir Je crois que c'est la pire erreur que j'ai faite. Pourquoi? Parce que ça a été très douloureux pour lui? Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Retracer le vécu. Oui, il était pas bien du tout. Ouais. Encore une fois, ça dépend des rescapés, parce qu'il y a des rescapés qui retournent avec leurs enfants, petits-enfants, etc. Il y a eu récemment, donc il y a de ça, je crois, 10 ans, un rescapé qui a été, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il a été donc, à Birkenau avec ses petits-enfants. Ils ont mis de la musique et il a commencé à danser dans Birkenau. Et il a filmé. C'était sa vengeance. Oui, je comprends. Alors on peut trouver ça absurde, etc. Mais c'est-à-dire qu'il est venu faire un pied nez aux nazis. Voilà, moi je suis là et vous n'êtes pas là. Avec ses petits-enfants, etc. Il a commencé, ils ont mis de la musique, ils ont commencé à danser. Ils ont filmé et ils ont mis ça sur Facebook, etc. Ça fait un grand scandale. Et donc, il a exprimé, il a dit que c'était sa manière à lui de se venger.
c'est sa vengeance. C'est-à-dire que voilà, il n'avait pas voulu, maintenant moi je viens et je danse et je chante dans cet endroit. Voilà. Tout à fait. C'est marié, il a eu 3 enfants, 3 petits-enfants, à sa manière aussi, il s'est vengé. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je dis qu'il s'en est pas remis, c'est-à-dire en fin de compte, quand il a revu ce parcours, je pense qu'à un moment, enfin tous les gens que je connaissent autour de moi, ils ont mis ce qu'on appelle une chape. De béton sur la tête. Et puis, moi, j'ai connu un déporté qui m'a dit, mais j'ai l'impression quelquefois que j'ai rêvé tout ça. Ah oui. Carrément, il m'a dit, c'est tellement loin et j'ai tellement tout fait pour l'oublier que des fois, je me dis, c'est pas possible, ça n'a pas existé. Je l'ai pas vécu. Mais encore une fois, alors que j'allais en Pologne, je prenais avec moi des survivants pour témoigner, etc. Et donc, eux, ils disent, le fait de venir témoigner et accompagner, c'est leur vengeance. C'est leur vengeance. Et moi, je les ai vus entre eux, en train de se vanner, en train de rigoler. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je me suis disputée avec eux à un moment, parce que, bon... C'était du oui. Voilà, on se réunissait assez souvent à la maison, un anniversaire, un gâteau, un thé, venez l'après-midi, tous ashkénazes bien entendu, allez à Pidlou avec du thé et le petit gâteau. Et donc je les écoutais parler, mais il y a des fois, je me mettais en colère, je me disais, on a l'impression que c'était dans un camp de vacances, là, arrêtez. Oui, mais c'est leur psychothérapie. Tout à fait, c'est une thérapie de groupe. C'est la psychothérapie. Lorsque, je vais raconter une anecdote, j'avais pris Jacques Altman qui était à Birkenau, dans le camp Canada. Il était dans le camp de Canada, etc. C'est eux qui ramassaient, etc. Et donc, Jacques m'accompagnait à tous les voyages. Et à un moment, on a fait un tour de France de la mémoire pour raconter un peu donc, le parcours de Jacques à travers un film que les élèves ont fait. Et on était dans un hôtel, il y avait Jacques et moi, il y avait un vigibug. Je le regarde, il me regarde, je dis, bon, mais qui va monter? Il me dit, écoute, moi, j'ai l'habitude de monter, c'est moi qui vais monter, qui vais dormir là-haut. Voilà, c'est Jacques. C'est comme ça, bon, ils ont un humour noir, il faut voir. Il y a deux choses que... Ils se rencontrent, il y a deux rescapés qui se rencontrent, où tu étais, tu étais c'est un camp de vacances, quoi. Moi, j'étais, voilà, et ça vanait, quoi. Je crois que une fois j'étais très choquée parce que mon père avait acheté le premier robot Krupp. Et j'arrive, je dis, mais comment tu peux acheter Krupp? Papa, comment tu peux acheter Krupp? Attends, il a fait travailler des milliers de déportés pour un marque, enfin, mais c'est terrible. J'étais choquée. Il me regarde et puis il prend, il me dit, tu vois le numéro là? Et j'ai beau abonner, il ne peut pas partir. Alors Krupp, il restera jusqu'à ma mort. Et en effet, le robot, il est resté pendant 25 ans. Et la deuxième chose qui était drôle, c'est quand on est monté dans l'avion pour Auschwitz, bon, je le sentais un peu crispé, et il me regarde, il me fait, oh là là, je retourne à Auschwitz, mais cette fois-ci, j'y vais en avion. Alors, je dois vous dire que une de nos amies, donc c'est Déborah, qui fait une remarque, elle dit, il faudrait parler de revanche plutôt que vengeance. Et je crois que c'est vrai. Ah oui, en effet, c'est revanche. Je crois que c'est plus juste. Tout à fait, oui. Le mot de vengeance, on le laissera, je vous dirai pas la fin de ce livre, je n'appelle pas ça un roman. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu viens dans le livre, quand à un moment, je dis, mais vous êtes vengé, et il a dit non. Ah oui. Aucun déporté. Je te dis ça, je te lis le paragraphe, c'est en page 126. Tu sais, Barbara, me dit Fernand en coupant la parole à Izzy, je ne connais aucun déporté qui se soit vengé de ses bourreaux après être revenu des camps. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein? C'est tout à fait. Alors, les amis présents, y a-t-il d'autres questions pour Béatrice? Oui. Je veux dire quelque chose. Alors, comme on a dit au début, moi je suis grecque, je ne suis pas juive. J'ai connu Béatrice quand on avait 12 ans, enfin 13 ans. Elle était plus jeune que moi. Hier, quoi. Oui. Et on s'est connus dans une colonie de vacances en Suisse, que mes parents avaient choisi par hasard. Ils ne savaient pas que c'était que des juifs. Ah, chez Marinette Hartmann. Marinette. Oui. Et puis on a passé deux étés consécutifs. Et donc, on était moi avec ma sœur et puis 2 autres amies, Tania, que Béatrice elle mentionne dans son livre, avec son frère Georges. On était 4 Grecs
parmi 50 Parmi le shtetl. oui. On est resté des amis avec Béatrice. Moi, j'ai fait des études à Paris plus tard, et puis là, on se voyait un peu plus. Mais on est resté. Tania, au début, elle était beaucoup plus proche d'elle, mais on se voyait aussi, etc. Alors, ce qui était très intéressant pour moi, à cet âge de 14 ans, oui, alors, quand la période avait terminé, Herman, il devait rester à la colonie pour fermer. Oui. Mais la mère de nos amis, ils allaient venir nous chercher un peu plus tard. Donc ça tombait bien parce que Herman allait rester encore une semaine dans la colonie et nous, on pouvait rester, nous 4 seulement, on pouvait rester dans la colonie. Herman, vous savez, le mari de Marinette, il était aussi déporté, il avait aussi le numéro dans son bras. Alors imaginez-vous, 4 petits Grecs qui connaissaient vaguement l'histoire des Juifs qui ont été tués par les Allemands et la guerre, etc., qui me semblait un peu bizarre. Moi, comme je vous ai dit, mon père, il vient de l'Asie mineure, de la région de Pontos, qui est au nord de la mer Noire, et eux aussi, ils ont subi le génocide des Turcs. Ils ont été obligés de partir de là-bas et de venir en Grèce, etc., avec une seule valise, comme celle que j'ai toujours dans mon salon. Enfin, le coffre en bois que ma grand-mère avait amené, je l'ai toujours dans mon salon. Et donc, j'étais un peu subtile sur tous ces sujets, mais je ne connaissais rien. Alors, tous les soirs, quand au dîner, Herman, il était là à nous raconter des histoires sur sa déportation. Sa déportation. Oui, et là, vraiment, je crois, ça c'est mon premier souvenir, et je peux dire qu'après tant d'années, je ne vais pas dire combien, tout ça s'est accompli avec le livre de Béatrice. Vraiment, je la remercie infiniment parce que elle m'a mis dedans, parce que vous savez très bien, beaucoup plus que moi, que c'est désagréable d'entendre quelqu'un dire oui, et puis on a subi ci, on a subi ça. Vraiment, on n'aime pas écouter des histoires qui ne sont pas gaies, qui ne sont pas plaisantes. Mais là, avec son livre, je me suis mis vraiment dedans, j'ai compris des choses, comment les êtres humains réagissent, comment les êtres humains peuvent être, même entre eux, peuvent être agressifs et méchants, mais aussi envers l'ennemi, évidemment, c'est encore plus facile, parce qu'on a vu. Et ce qui m'a choqué, Béatrice, dans ton livre, c'est là que tu dis, je n'ai pas osé leur demander comment ils avaient survécu à tant de douleurs, comment ils avaient pu continuer à vivre, à chanter, à danser, à fonder une famille. Vraiment, ça m'a sidéré, cette phrase. C'est la vérité, tu te poses cette question. Et je te remercie beaucoup, Béatrice, pour ton amitié toutes ces années, pour tout ce que tu m'as appris sur la Shoah, sur tout ce que vous avez subi, parce que ça, c'est l'histoire. Et si on oublie, si l'être humain oublie son histoire, il ne peut plus vivre, il ne peut plus avancer. Et vraiment, je te remercie beaucoup pour ça. Merci Lina pour ce témoignage très très touchant. Y a-t-il d'autres questions? Il y a René Claire, je crois, qui voulait poser une question, non? Non, je commentais juste ce que disait Lina sur le fait, la réalité de se demander comment ils réussissaient à vivre. Enfin bon, avec Lina, on a déjà parlé de la Shoah en Grèce, qui était très peu connue. C'est le plus gros taux de déportation en Europe de Juifs. Ils ont été déportés très tard à Auschwitz et ils ont été tués. Ils ont été déportés en mars 1944. Ils sont morts dans l'été, la plupart dans l'été 1944. Et effectivement, les quelques-uns qui sont revenus, et que moi je voyais dans ma famille, avec mon oncle avec son tatouage sur le bras, ma cousine avec son tatouage sur le bras, c'était impossible de leur... On les regarde, enfin, moi je sais que je les regardais vivre, je regardais leur rage de vivre, parce que c'était vraiment une rage de vivre, d'avoir fondé une famille, d'avoir refondé une famille dans certains cas,
Mon oncle avait perdu sa femme et son bébé qui avait 19 mois. Il a refondé une famille avec des cousins avec lesquels j'ai beaucoup de relations aujourd'hui. Et moi, la question, je me posais tout le temps en regardant, c'est comment ils avaient survécu, comment ils faisaient pour se lever tous les matins, pour revivre dans la même ville, au même endroit, dans les mêmes maisons. Ça, c'est une question. Et la seule réponse qu'il disait, mais c'est notre devoir de vivre. On doit vivre. C'est la revanche, c'est de vivre. Et voilà. Je faisais écho à cette phrase qui me semble qui m'est tellement réelle et tellement intime, qui est intimement liée à l'histoire de ma famille. Est-ce que, René Clair, est-ce que dans ta famille, justement, est-ce qu'il y a eu une passation de la parole ou non? Est-ce que la parole a sauté aussi une génération? Alors, en fait, c'est une situation un peu particulière parce que ma mère, mes parents, qui étaient tous les deux d'origine grecque, n'étaient pas en Grèce pendant la guerre. Donc, ils s'étaient mariés et ils vivaient en Égypte. Donc, si vous voulez, pour eux, la Shoah, c'est un trou noir. 1940, mes grands-parents devaient aller rendre visite à leur fille. Ils n'y sont pas allés parce que les transports ont été interrompus. Et 1945, il n'y avait plus personne. Voilà. Ma mère avait 27 ans, mon père 37. Et donc, d'une famille de 8 enfants avec des cousins, des parents, des grands-parents, des générations d'après. Voilà. Donc, et moi, je suis née en 56. Donc, je suis née 10 ans plus tard, quand ils étaient en France. Donc, c'est déjà... Alors, ma mère ne pouvait pas nous raconter quoi. Elle avait simplement le mot de la perte en disant... elle parlait de avant la guerre. Oui, ça, avant, elle a écrit un journal, elle a écrit des choses sur sa vie d'avant, sur le paradis. Et pour ceux qui avaient été... Et donc, si vous voulez, moi, les questions que j'ai posées, c'était des questions à ma cousine, qui avait 30 ans de plus que moi, mais qui avait été déportée à 16 ans, à mon oncle, qui lui avait perdu son bébé, qui était revenu. Voilà, il y en avait quelques-uns. Donc il y avait et la famille a rebourgeonné à partir de ces quelques liens. Et leur attitude était extrêmement variable. Mon oncle ne disait rien, ne racontait pas. Il était dans les Sonderkommando, donc je comprends qu'il ne racontait pas. Je l'ai su assez tard, hein, c'est pas lui qui me l'a dit. Et par contre, ma cousine, qui elle avait été déportée à 16 ans et à 18, je pense que le jour, je pense que j'avais 13-14 ans quand je lui ai posé la question de ce numéro, en lui demandant simplement s'il s'est passé au soleil. Je me souviens très bien du jour où je lui ai dit ça. Et elle racontait, elles étaient 4 cousines qui avaient été déportées ensemble, 3 sont revenues, une est partie, et elles se sont soutenues. Et donc, quand elles étaient ensemble, les 3, voilà, c'est comme ce que disait tout à l'heure en faisant des blagues et sur leur vie, sur leur vie au camp et sur les mises en pli qu'elles n'avaient pas besoin de faire. Bon. Alors, elle en parlait, et elle, à la fin de sa vie, elle s'est mise à témoigner. Voilà. Elle s'est mise à aller dans les écoles, mais mon oncle, malheureusement, non. Voilà, et il a eu tort de retourner à Auschwitz. Il était président de sa communauté, il a voulu organiser un voyage. Tu vois, les réactions sont très ambivalentes. Tu dis il a eu tort, au même titre que Béatrice nous dit que son regret a été d'avoir obligé son père. Je comprends tout à fait. Voilà. Je comprends tout à fait Béatrice. Mon oncle s'est suicidé 3 mois après. Terrible. Après le retour d'Auschwitz, c'est terrible. C'est une histoire qui est terrible. Par contre, mon père, après 95, il a été... ses copains déportés qui faisaient des voyages, qui organisaient, non pas qui organisaient, mais qui accompagnaient des voyages organisés par le mémorial, il a fait partie de plusieurs voyages, jusqu'à son cancer. Mais ton père était arrivé à faire ça. Oui. Faire ça, mais je crois que ça le minait, parce que quand il rentrait, il me disait, mais qui c'est des idiots, si tu voyais les questions stupides qu'ils me posent. Il y avait des jeunes qui disaient, mais alors on vous donnait des vêtements et vous pouviez les laver combien de fois dans la semaine, enfin, mais il y avait des gens qui ne réalisaient pas. Oui. Enfin,
Ce que je voudrais quand même dire, c'est que mon roman, il n'est pas triste, hein, pas du tout. Non, parce que Ah oui, c'est sûr qu'il n'est pas triste. Ah non, mais j'ai répondu juste à une question, je suis désolée, j'aurais pas dû. Voilà, de partir, je dirais pas en vrille, pas du tout, parce que c'est toujours très intéressant de partager son vécu et son expérience sur la Shoah à travers les témoignages de nos proches. Mais en gros, mon livre n'est pas triste, c'est une fiction où on va de Bien sûr. soubresaut en soubresaut et jusqu'à la fin qui surprendra de toute façon tout le monde. Et voilà, c'est un hommage en fin de compte à tous ceux qui ont survécu, qui ont rebâti leur vie, qui ont reconstruit un avenir, qui ont permis un avenir à cette magnifique communauté juive qui refleurit. Moi, je vis en Israël maintenant avec mes 2 filles, mes 6 petits-enfants. J'espère que mon fils viendra aussi. Et je suis très fière, en fin de compte, que mes parents aient survécu, que mes parents, même s'ils ne m'ont rien transmis, m'ont transmis sans le savoir beaucoup de choses. Et cette rage de vivre. Et cette rage de vivre. Surtout cette rage de vivre. C'est vrai que ça fait un peu partie pour moi, la rage de vivre. Alors, je crois qu'on va libérer Béatrice et les intervenants. Mais avant ceci, je voudrais vous convier à la prochaine conférence virtuelle de Kalita qui aura lieu le lundi 16 mai à 16h, 16h israélienne, donc 15h Chutz Laaretz, en dehors, en France, en Grèce. Je ne sais pas s'il y a Lina et... Il y a combien de... C'est la même heure qu'en Israël? D'accord. Donc, je vous invite à vous connecter car nous allons parler d'un film qui a été réalisé à la mémoire d'un philosophe franco-israélien, Michael Bar-Zvi. Et pour nous qui fréquentons l'Ulpan en chanson de Kalita, ça sera également un hommage à notre professeur, Anat Bar-Zvi, qui n'est que la femme de Michael Bar-Zvi. La réalisatrice m'a communiqué les coordonnées ainsi qu'Anat des participants que je vais être amenée à inviter. Donc, je pense que ça sera un moment de partage. Michael Bar-Zvi a œuvré toute sa vie dans ses livres pour défendre le sionisme. Il y a des témoignages vraiment très très importants. Donc, connectez-vous au lien de Kalita pour les conférences virtuelles du lundi 16 mai à 16h. Et quant à moi, je remercie l'ensemble des participants avec à leur tête Béatrice Alperne-Boukris. Et je dis à très bientôt. Shalom veleishtamea.